Et je vais rester en place, enchaîner en invitant Marie-France. Marie-France qui va cette fois-ci donc nous entretenir avec son panel sur comment accompagner les talents des diasporas en Afrique. Marie-France, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors, je vais appeler mes invités pour ce nouvel échange. Donc, un échange qui portera sur, évidemment, les diasporas et les talents en particulier de ces diasporas africaines. J'appelle Monsieur Noutari, qui est le directeur général de Anima Investment Network. Vous pouvez l'applaudir, hein. Monsieur Monder Ayadi de Maghreb Diaspora Business Angel Network et CEO de Numerix, vous pouvez l'applaudir également. Bienvenue. Donc Abiba Hadi, qui est chef du projet Meet Africa chez Expertise France, qu'on peut applaudir, mais je ne la vois pas. Ah voilà, elle arrive. Donc on peut accueillir une fois de plus Abiba. J'appelle Madame Lamia Ben Maklouf, directrice de Technopark au Maroc. C'est pareil, je ne la vois pas. Bon, elle devrait arriver dans pas trop longtemps. Prenez place, je vous en prie. Là-bas. Là-bas, je pense qu'on sera plus... Oui, voilà. J'appelle Oula Tarzim, coordinatrice de la GIZ Tunisie. Bienvenue. Et enfin, Alain Bouchang de CGA au Cameroun. Bienvenue. Alors, on va laisser le temps de vous installer, peut-être plutôt à côté de Madame là-bas, s'il vous plaît. Alors, merci à toutes et à tous d'avoir accepté cette invitation. Monsieur Noutari, vous êtes à la manœuvre de cet événement puisque vous êtes le directeur général d'Anima Investment Network. C'est pas évident à prononcer, à chaque fois je m'applique. Alors, vous accompagnez déjà depuis plusieurs années les entrepreneurs des diasporas africaines. Quels sont, au regard de votre expérience déjà, quels sont les différents profils d'entrepreneurs des diasporas africaines que vous rencontrez au quotidien ? Oui, effectivement, merci. Bonsoir, bonjour, pardon. Effectivement, ça fait plusieurs années qu'on mène des projets en coopération avec différentes institutions sur la mobilisation des talents de la diaspora. On a réalisé il y a quelques années une étude en Tunisie pour le compte de l'équipe de Oula Tarsim qui est à mes côtés. C'est une étude que j'avais réalisée avec Shahira Mewashi, qui est peut-être dans la salle, ou en tout cas qui est sûrement sur le salon, sur justement le profiling des entrepreneurs de la diaspora pour comprendre un peu leurs besoins. Et c'était assez intéressant parce que je trouve qu'elle est tout à fait extrapolable à d'autres pays que la Tunisie. En gros, ce qu'on constate dans les projets d'entreprise de la diaspora, vous avez d'un côté des gens qui ont une forte expertise, une expérience dans un secteur d'activité, qui ont souvent travaillé dans des grandes entreprises dans le monde entier et qui veulent rentrer plutôt en milieu ou fin de carrière au pays pour racheter une entreprise, créer une entreprise et valoriser leur expérience de leur secteur. Ces gens-là, en général, ce n'est pas des entrepreneurs, donc ils n'ont pas de compétences entrepreneuriales, ils n'ont pas forcément des contacts dans leur pays. Donc ça, c'est des choses qu'il faut leur apporter. Vous avez un deuxième profil qui sont plutôt les entrepreneurs tech, et il y en a beaucoup en ce moment. Il y en a beaucoup dans les cohortes aussi Meet Africa ou dans ces programmes. C'est des gens qui sont entrepreneurs,
qui ont parfois entrepris dans le pays où ils vivent, qui voient les opportunités en Afrique et qui ont envie d'entreprendre, d'investir, avec une volonté première qui est de faire un coup, un retour sur investissement. Donc c'est une motivation qui est un peu différente. Le premier, il veut rentrer, et il va probablement finir sa vie au pays avec son entreprise. Le deuxième, il est là pour garder un pied de chaque côté. En revanche, il n'a pas forcément de contact dans le business, il a besoin de financement, celui-là. Le deuxième, en général, c'est en général des activités qui ont besoin de plus de financement. Il a besoin de s'insérer dans les milieux d'affaires du pays où il va investir. Et puis un troisième profil, qui est un profil plus solidaire. Sa volonté, lui, c'est d'amener du développement, de régler des problèmes, de s'attaquer au sujet de l'accès à l'alimentation, de l'accès à la santé, aux ressources, à ces sujets-là. Il n'est pas contre des projets non-profit, celui-là. Et celui-là, pour le coup, en général, il n'a pas d'expérience entrepreneuriale, il n'a pas forcément des contacts, il n'a pas forcément idée des projets, donc il a encore plus besoin d'accompagnement. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que tous ces profils, ils se mélangent pour certains, c'est-à-dire que les entrepreneurs tech, ils ont envie d'avoir un impact sociétal, environnemental, et donc ça se mixe un peu. Mais ça permet de définir un peu des besoins. Et chez Meet Africa, on a souhaité pouvoir, avec ce forum par exemple, pouvoir répondre à l'ensemble de ces problématiques, c'est-à-dire trouver des entreprises à racheter, trouver des autres entrepreneurs avec qui travailler, trouver des lieux d'hébergement pour pouvoir héberger mon entreprise quand je démarre, trouver des contacts de business, trouver des financements. Et donc il y a ce forum et il y a aussi un hub, une plateforme en ligne qui s'appelle le Hub Meet Africa, hub-meetafrica.co, où normalement vous retrouvez toute la même chose que ce forum, c'est-à-dire des structures qui financent, des structures qui accompagnent, des structures qui hébergent, aussi bien au départ en France ou en Europe que en Afrique. Voilà. Et cette plateforme, elle est à son démarrage. Il y a aujourd'hui une cinquantaine de structures qui présentent leur offre. Ça va se développer. On va faire toute une tournée sur le continent africain dans le semestre qui vient pour embarquer de nouvelles offres, de nouveaux accompagnateurs dans cette plateforme pour vous offrir un champ plus large. Une autre innovation de cette plateforme qui va sortir au mois de mars, c'est de mettre en connexion les entrepreneurs. Et ça, c'est très important. Une des choses qui est remontée quand on a préparé cette plateforme au contact des entrepreneurs, c'était on a besoin de s'entraider. Et donc, à partir du mois de mars, vous aurez un espace comme un espèce de gros mur de post-it où vous allez pouvoir poster vos bouteilles à la mer et d'autres entrepreneurs vont les saisir et vous donner des bons tuyaux, des bonnes adresses, des bonnes expériences qui peuvent être aussi simples que louer une voiture, trouver des bureaux de passage, que aussi trouver un expert comptable. Voilà, c'est des questions auxquelles on se pose. Voilà. Et donc ce hub, il est en ligne, vous pouvez y accéder aujourd'hui et il va se développer dans les mois qui viennent. Encore une fois. Il a été lancé quand ce hub ? Il a été lancé il y a 1 an et demi déjà. D'accord. Et il continue à se développer. Parce que finalement, les deux points clés qui font qu'un entrepreneur de la diaspora va réussir ou pas, c'est est-ce qu'il a des ressources ? Et quand on dit des ressources, c'est est-ce qu'il a de l'argent ou des connaissances techniques, une expertise ? Et le deuxième sujet, c'est est-ce qu'il a des contacts ? Est-ce qu'il a, sur place, il sait où il va, avec qui il va travailler, avec qui il va s'associer, où il va être hébergé, comment il va être accompagné. Et ces deux sujets, on essaie de les régler avec le hub. En 2 mots quand même, est-ce que ceux qu'on appelle les ripatres retournent systématiquement dans leur pays d'origine ou peut-être qu'ils choisissent aussi d'autres pays que ceux... Non, et on l'a très bien vu dans l'étude qu'on a fait en Tunisie, c'est même plus intéressant souvent de garder un pied sur chaque rive, sur 2 continents, pour des questions administratives, parce que par exemple en Tunisie, une fois qu'on est rentré et qu'on a coupé les ponts avec le continent européen, le statut administratif n'est pas tout à fait la même et la simplicité des transferts bancaires, etc., fait que c'est pas si simple. Donc on a plutôt intérêt à garder son entreprise sur les 2 rives de la Méditerranée, pour le cas de la Tunisie en tout cas. Mais par exemple, est-ce qu'un Français guinéen va pas préférer faire du business aujourd'hui au Maroc, en Guinée, par exemple, hein. Mais c'est ça que je voulais savoir. Tout à fait. Aujourd'hui, ça se mélange et il y a une diaspora africaine en Afrique, beaucoup, et le Hub Meet Africa peut répondre à ça aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, un Marocain va trouver sur le Hub Meet Africa des structures pour l'accompagner au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou ailleurs. Très bien, merci beaucoup. Monder Ayadi, vous représentez Maghreb Diaspora Business Angel Network et vous êtes le CEO de Numerix. Normalement, ça fonctionne, le micro.
Ça fonctionne, exactement. Voilà, alors peut-être pour commencer une petite présentation en fait de cette organisation Maghreb Diaspora Business Angels Network. Et puis à votre niveau, au-delà du seul financement, quels sont les principaux défis peut-être qui vont être rencontrés par ces entrepreneurs que vous suivez? Et puis, on parle de diaspora, mais diaspora africaine, c'est quand même assez vague finalement. Est-ce qu'ils ont tous les mêmes besoins? Parce que tout à l'heure, on l'a vaguement évoqué, mais on parle de diaspora africaine, il y a des initiatives africaines, mais le pendant n'est pas forcément vrai pour d'autres diasporas. Oui. Donc effectivement, donc moi-même je suis diaspora, donc déjà, donc je viens effectivement donc de la Tunisie, donc je me suis installé en France depuis 95 et avec effectivement donc une expérience aussi en Angleterre, donc effectivement donc je peux apporter un certain témoignage donc par rapport effectivement donc à l'investissement de la diaspora africaine, en tout cas pour leur pays d'origine. Donc, je suis membre de MDBAN, donc MDBAN Maghreb Diaspora Business Angel. Donc, ça rassemble donc un réseau, une communauté de business angels. Donc, ils sont là pour effectivement donc accompagner donc les startups, donc notamment entre les deux rives de la Méditerranée. Donc, effectivement, qu'ils ont un lien, en tout cas, avec l'Afrique et aussi, donc, vice-versa, donc aussi donc, avec l'Europe. Donc, ça, c'est un peu donc l'activité. L'objectif de MDBAN, c'est aussi accompagner les startups dans leur early stage. Donc, à partir du moment où on a identifié l'idée, on a identifié le besoin, et donc là, à partir du moment donc les business angels, donc il est là pour l'accompagnement, donc notamment au début. Alors, ça se fait par le financement aussi, mais pas que. Il y a aussi donc le coaching notamment, alors et aussi donc les liens avec l'écosystème, que ce soit l'écosystème en Afrique ou aussi l'écosystème en Europe. Et effectivement, donc là-dessus, c'est aussi donc un peu notre vocation. Donc ça c'est le premier axe de nos activités donc au sein de MDBAN. Mais généralement, nous sommes aussi des entrepreneurs. Donc moi-même, donc je suis aussi donc le CEO donc de Numerix. Numerix, c'est une société effectivement qui travaille dans le domaine du digital, qui travaille dans le domaine de la cybersécurité et bien entendu donc elle travaille entre les deux rives de la Méditerranée. Donc moi, si j'ai une recommandation à faire, effectivement, donc par rapport un peu à ces deux parties-là, c'est effectivement, si vous êtes effectivement donc un diaspora, et je suppose que vous avez effectivement les gènes de l'entrepreneur, et donc d'ailleurs Emmanuel, donc il a tout à l'heure parlé des profils, alors je ne sais pas, vous allez donc être dans quelle typologie de profil, mais l'idée c'est que si vous êtes déjà en France, essayez de bénéficier aussi de l'écosystème en France qui est extrêmement riche, qui est extrêmement intéressant, et ça vous donne effectivement donc un certain pragmatisme vis-à-vis de l'innovation qui existe dans le monde. Et à partir de là, vous pouvez effectivement dupliquer et mettre en place effectivement des choses qui peuvent être intéressantes en Afrique. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, notre investissement en Afrique, quoi que l'on peut dire, c'est un investissement de cœur. Donc, dans la plupart des cas, c'est un investissement de cœur. Donc, qui vise effectivement donc, à une certaine inclusion, effectivement, et il ne faut pas qu'on soit aussi en mode précipitation dans le retour sur investissement. Donc, laissons un peu de temps, effectivement, à notre investissement pour que derrière, on pourrait générer la richesse dans le pays d'origine, bien entendu, et effectivement en gardant, donc je confirme ce que disait Emmanuel, en gardant aussi donc les liens avec l'Europe. Donc voilà un peu quelques points que je voulais soulever suite à mon expérience, effectivement, que ce soit membre de réseau MDBAN ou aussi donc CEO de Numerix. Et je finis par ce point-là. Donc aujourd'hui, quand j'apporte effectivement donc le témoignage par rapport à Numerix, qui s'est développé en tout cas en France, qui a fait effectivement donc de l'innovation, de la recherche et développement, et là aujourd'hui on a un produit effectivement qu'on commence à le commercialiser, qu'on l'a développé donc effectivement avec l'INRIA, avec l'université Versailles-Saint-Quentin, et bien entendu aujourd'hui on fait partie du pôle de compétitivité, donc notamment systématique, notamment le campus cyber. Donc ça effectivement cela nous a donné effectivement donc on va dire un coup de boost. Et derrière, la recherche et développement, si on l'a fait par la suite en Afrique, et notamment effectivement donc en Tunisie, bien entendu, donc le résultat de cette recherche-là, il est tout à fait utilisable, marketable
en Europe et aussi partout dans le monde. Et dans la foulée, ça nous a permis quand même, depuis 2019, de créer à peu près une centaine d'emplois d'ingénieurs, effectivement, qui travaillent dans notre centre de recherche-développement à Tunis, mais aussi, on fait une expansion aussi dans le sud de la Tunisie, à Sfax aussi. Donc voilà un peu le témoignage que je pourrais vous apporter, sur lequel, effectivement, ça pourrait être intéressant. Alors, je ne sais pas si c'était dupliqué sur d'autres secteurs d'activité, à part le digital, la cybersécurité, mais je pense que ça pourrait être intéressant de bénéficier de l'écosystème local, en tout cas en France. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Habiba Hadi, qui est chef du projet Meet Africa au sein d'Expertise France. Alors peut-être qu'on va quand même parler un petit peu plus en détail de ce programme qu'on a un petit peu survolé tout au long de cette matinée. Comment vous avez travaillé déjà pour peut-être organiser cette rencontre? Qu'est-ce que vous en attendez? Et puis en substance, qu'est-ce que vous a appris depuis sa création, ce programme Meet Africa? Merci Marie-France pour ces questions pertinentes. Il y en a beaucoup, donc je vais essayer de répondre à toutes les questions. Et effectivement, commencer par rappeler le cadre dans lequel s'est mis en place ce programme. C'est un beau programme, ambitieux, avec de très bons résultats. C'est un programme qui est né à la suite de Meet Africa 1, un phase pilote qui a été coporté avec la GIZ qui est présente avec nous aujourd'hui et qui avait donné des résultats sur le potentiel de la diaspora africaine dans 6 pays d'intervention en Afrique, avec 80 porteurs de projets qui ont été accompagnés sur 1 an et demi et 300 emplois créés. Et à la suite de cette première phase, en 2018, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 besoins sur la question de l'entrepreneuriat de la diaspora qui avaient besoin d'être traités davantage. 1, c'est le besoin d'information et d'orientation. 2, c'est un besoin de mieux impliquer les acteurs africains de l'entrepreneuriat. D'accord ? Et donc, vraiment, les acteurs qui travaillent sur l'accompagnement, les institutionnels également. 3e besoin, c'est un financement d'amorçage pour les entrepreneurs de la diaspora, puisque les entrepreneurs de la diaspora sont, par définition, des entrepreneurs internationaux dès le début. Et quand on crée une entreprise sur un double espace, il y a très peu, voire quasi personne qui va financer ce type de structure. Et on est aujourd'hui le seul dispositif qui apportant la réponse à cette problématique de financement sur et l'Afrique et l'Europe. Donc ça, c'est les 3 besoins qui ont été identifiés, et sur ces 3 besoins a été construit Meet Africa 2, donc un projet de 8,5 millions d'euros, encore une fois financé par l'Union européenne et l'AFD. J'ai eu la chance de piloter ce projet depuis le début, en partenariat avec la GIZ, donc les partenaires allemands qui, eux, ont un programme équivalent aussi à Meet Africa, donc à 2 franco-allemands, on est à 11 millions d'euros. On est en Tunisie, au Maroc, en Sénégal, en Côte d'Ivoire, Cameroun, Nigeria et le Ghana, avec la GIZ sur la partie anglophone. Et on a des pays en commun. Et sur les pays en commun, mais je laisserai mes collègues en parler, on fait des actions communes ensemble. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi Meet Africa? Alors, c'est 2 choses en fait. On va d'abord travailler sur l'écosystème. Alors, l'écosystème, c'est un mot un peu un jargon. Personne ne sait si on parle d'agriculture ou d'économie, mais c'est tous les acteurs en fait, les agences publiques, mais c'est également les incubateurs, les associations, les patronats, les chambres de commerce. C'est tout ça l'écosystème. Et une fois on va voir en fait ces structures-là, ces organisations, on va identifier qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qui manque. Et l'idée, c'est qu'on puisse collecter l'ensemble de ces données pour donner l'information aux entrepreneurs de la diaspora. Et afin, comme je disais tout à l'heure, le besoin, les orienter vers les bons dispositifs. Parce que la difficulté qu'on a aujourd'hui, mais ça c'est partout, c'est que seulement 10% des entrepreneurs sont accompagnés, et qu'on sait que 87% des entrepreneurs qui sont accompagnés dépassent les 3 ans d'existence et donc de viabilité de leur projet. Donc l'enjeu de l'accompagnement, l'incubation, il est primordial. Donc ça, c'est un premier volet de Meet Africa. Donc c'est vraiment l'appui à ces acteurs, les faire se rencontrer dans chaque pays. Et maintenant, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'ils ont un besoin de se rencontrer entre les pays africains. Donc depuis 3 jours, on a réuni nos partenaires institutionnels. Ils sont 15 aujourd'hui dans l'ensemble des pays. Donc c'est des agences publiques, comme je disais, des ministères qui travaillent sur la promotion de l'investissement, sur l'accompagnement des entrepreneurs, les dispositifs publics, et vraiment pour les sensibiliser à mettre en place des programmes concrets, pragmatiques pour les entrepreneurs de la diaspora. Et donc ça fait 3 jours qu'on les a réunis. Ils se sont rencontrés entre acteurs panafricains,
On les a fait visiter la station F, on leur a fait rencontrer la BPI, la Business France, mais également Digital Africa. Hier, on a co-organisé avec la GIZ une journée de networking dans lesquelles ils prennent un verre, un café, ils mangent avec les institutionnels directement, ils leur posent des questions, ils échangent aussi entre eux, que ce soit entre les pays, mais également par secteur d'activité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait vraiment au niveau macro. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de manière plus micro, de manière vraiment au niveau des entrepreneurs? On finance des incubateurs. Donc on finance aujourd'hui dans Meet Africa 20 organisations de la société civile. C'est des opérateurs d'accompagnement, c'est Marseille Innovation, Technopark, c'est le CIAD, c'est Bandinov, Bidaya, l'ABES en Tunisie. On en a 20, donc je ne vais peut-être pas tous les citer. On a mis en place une méthode d'accompagnement innovante qui est la co-incubation qu'on a développée à partir de Meet Africa 1 avec les Allemands, avec la GIZ. Donc tous les lauréats, que ce soit ceux qui sont de Meet Africa côté France ou côté allemand, ils sont accompagnés sur la partie européenne et ensuite dans le pays d'implantation. Et donc chaque entrepreneur bénéficie de ce double accompagnement pour justement apprendre les codes ou réapprendre les codes du pays pour connaître le marché, comment est-ce qu'on fixe les prix de ce marché-là, qui sont mes clients, comment est-ce que je communique aussi sur mon produit. Je ne communique pas de manière pareille que je sois au Maroc ou au Sénégal sur le même produit. Et donc c'est ça qu'on apporte. Et enfin, on a un fonds d'amorçage de 2 millions d'euros qui permet de donner un coup de pouce au démarrage. C'est une phase dans laquelle il y a le plus de risques, parce qu'ils sont vraiment en train de constituer leur prototype, de tester leur marché, etc. Et donc, on apporte un fonds d'amorçage à ce niveau-là, à nos entrepreneurs. Aujourd'hui, on a donc, comme je disais, 15 institutions partenaires. Donc, au Sénégal, c'est l'ADER, la DPME, le FECOM ou le MINREX au Cameroun, la FIPA en Tunisie, etc., etc. Vous pouvez tous les rencontrer au salon aujourd'hui. On a travaillé avec eux, comme je disais, depuis 3 jours. On a 142 entrepreneurs accompagnés, en cours d'accompagnement, et on en a déjà financé une 60aine sur la première promo. Et donc là, les prochaines échéances, donc c'est d'ici à la fin de l'année, malheureusement, le programme a une fin. C'est un programme qui dure 3 ans. L'objectif, c'est qu'on puisse finir le financement de la deuxième promo, finir l'accompagnement et puis surtout leur donner une impulsion pour aussi s'implanter en fait. Et je rebondis sur la question qu'a posée Marie-France tout à l'heure sur l'implantation. On a de plus en plus d'entrepreneurs qui vont s'implanter dans leur pays d'origine. De plus en plus. Moi, j'ai des lauréats que j'ai vus au début. Et quand je suis partie en mission l'année dernière, en fin d'année, on m'a dit elle s'est installée à Agadir, l'autre s'est installée à Douala, etc., etc. Donc il y a un vrai retour aussi des lauréats qui voient que le marché prend. Et puis on ne peut pas, à un moment donné, gérer des entreprises à distance. Il faut être sur place. Il faut de la proximité, il faut suivre ses fournisseurs. Et donc ça, c'est une problématique aussi qui a été identifiée, notamment sur les ressources humaines. Donc en fait, on a beaucoup de bonnes pratiques qu'on a pris au fur et à mesure. Mais après, c'est vrai qu'il faut m'arrêter parce que je pourrais en parler des heures parce que c'est passionnant. Et puis en plus, on aurait plein d'autres questions à vous poser. Mais c'est vrai que le temps qui nous est imparti défile très très vite. On a pris un peu de retard. Alors je vais me tourner. Merci pour cette intervention en tout cas. Et puis pour tous ceux qui veulent en savoir plus, eh bien évidemment, il y a le site internet et vous pouvez échanger, j'imagine, toute la journée, vous allez être présents à cet événement. Merci encore. Alors, Oula Tarzim, vous représentez la GIZ. Cette fois-ci, je ne me trompe pas, vous êtes coordinatrice en Tunisie. Comment est-ce que vous appréhendez cette diaspora, ces entrepreneurs La GIZ est extrêmement présente sur le segment de la formation un peu partout sur le continent aujourd'hui. Comment ça se passe en Tunisie? Alors. Voilà. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai, on travaille depuis des années, donc en Tunisie, précisément depuis 2015, sur la thématique de la mobilisation de la diaspora dans un sens large, et plus précisément sur l'entrepreneuriat de la diaspora. Donc c'était en 2015 qu'on a commencé avec le programme Idées d'affaires pour le développement, Business Ideas for Development, avec
plusieurs pays africains, donc le Maroc, la Tunisie, le Nigeria, le Ghana, le Cameroun, voilà. Donc, et d'autres pays en Amérique latine, en Asie et en Europe de l'Est. Et pourquoi tout ça, ça se situe dans une stratégie, globalement parlant, quand on parle de diaspora pour la GIZ, pour le BMZ, la stratégie, c'est l'approche 360 degrés. Et l'approche 360 degrés, c'est une approche qui s'oriente sur le cycle migratoire. Et on a essayé, en tant que coopération allemande, de voir comment on peut servir ce cycle migratoire et avoir des réponses à toutes les étapes. Il y a l'étape de migration, donc il y a même avant l'étape de migration, l'étape de prise de décision par rapport à la migration. Donc on conseille par rapport à cette réflexion, est-ce que je migre, est-ce que je ne migre pas, quels sont les risques si je migre d'une manière irrégulière, pour après accompagner par rapport à une migration régulière, principalement vers le marché allemand. Et bien évidemment, une fois installé là-bas, et j'insiste toujours à dire, il y a tout un travail d'intégration qui se fait en Allemagne, bien évidemment, mais je crois qu'on peut toujours s'améliorer par rapport à l'intégration. Et c'est avec un double objectif. Quelqu'un qui est bien installé chez nous, il va aussi être un acteur actif par rapport à la société en Allemagne. Mais quelqu'un qui est très bien installé en Allemagne, en France ou ailleurs, c'est à partir de cette solidité, cette stabilité dans son bien-être qu'il va commencer à s'engager pour son pays d'origine. Et c'est là où les différents profils rentrent dans le jeu. C'est là où on va voir l'envie d'entreprendre ou l'envie de revenir avec d'autres projets autres que l'entrepreneuriat. Et idée d'affaires pour le développement, il commence à partir de cette réflexion. Et je dis bien cette réflexion. J'ai une idée de rentrée, j'ai une idée d'entreprendre. Qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les opportunités? Ou c'est des idées très concrètes. Et donc, c'est depuis 2015 qu'on travaille avec ce genre de profil qui commence à réfléchir sur comment je peux revenir, faire quelque chose, ne pas revenir et faire quelque chose, et où sont les opportunités. Et ce qu'on a vu, c'est bien, notre approche, il est bien, l'accompagnement, il est bien. Ça a touché combien de personnes depuis 2015? Vous avez une petite idée? Par rapport à la Tunisie, ça a touché une quarantaine de personnes. Après, on avait un autre projet qui était Diaspora for Development. Là, on était en cofinancement de l'Union européenne, où on a touché plus que 140 entrepreneurs avec un très, très grand succès, où on a effectivement, se basant sur l'expérience MeetAfrica 1, se basant sur idées d'affaires pour le développement, compris qu'il faut un ancrage. Donc c'est bien que nous avons ce programme, mais il faut un ancrage. Et la décision ou l'approche, c'était est-ce qu'on va vers un ancrage institutionnel ou est-ce qu'on va vers un ancrage dans l'écosystème innovant? On a opté pour aller vers l'ancrage dans l'écosystème innovant. Et le succès nous a confirmé dans cela. Et même nos partenaires institutionnels, c'était l'API sous tutelle du ministère de l'Industrie, qui a dit voilà, ça c'est vraiment un partenariat qui fait ou qui renforce notre proximité avec l'écosystème entrepreneurial, tout en restant un facilitateur et pas un implémenteur. Je crois que ça, c'est quelque chose dans l'engagement de la diaspora qui est très important à prendre en considération, parce qu'on a tendance, dans nos programmes de la coopération internationale, de vouloir rendre à plusieurs niveaux les structures institutionnelles l'implémenteur de ce genre d'initiative. Et parfois, ce n'est pas le bon niveau. Donc parfois, il faut renforcer son rôle de facilitateur et lui apporter vraiment les compétences pour l'écosystème qui n'est pas institutionnel. Donc être à ses côtés, mettre le cadre, créer la confiance, créer le cadre aussi réglementaire nécessaire, parce qu'on ne doit aussi pas rêver. Si on a un cadre innovant qui est super bien, c'est bien, mais s'il n'y a pas un cadre réglementaire qui inflige la confiance, surtout à la diaspora, ça ne va pas mener trop loin.
Donc, c'est un peu dans cette balance que la GIZ, dans le mandat ou avec le mandat du BMZ, agit sur la coopération avec la diaspora, sur l'engagement avec la diaspora, avec beaucoup de proximité avec la diaspora. C'est pour cela que la GIZ, elle travaille sur le double espace avec une forte composante de outreach en Allemagne, d'être très très proche dans le dialogue permanent avec les différentes diasporas qu'on est en train de coopérer avec. Est-ce que vous avez observé des différences dans l'approche allemande dans les approches allemandes et françaises par rapport à ces diasporas africaines? Vous n'avez pas le même passé, il y a pas, donc j'imagine que ça va être un peu différent. Oui, certainement, et c'est ça qui fait le charme et le plaisir de cette coopération avec Expertise France. Ce regard institutionnel qui est peut-être un peu plus prononcé aux côtés d'Expertise France, c'est très complémentaire à l'approche GIZ-BMZ, où on est très proche de l'écosystème et ça se fructifie et ça se complète d'une manière très beau à voir, je voudrais dire, et qui fait vraiment plaisir, et on apprend l'un de l'autre. Meet Africa 2, c'est exactement le fruit de cet apprentissage respectif. Qu'est-ce que vous avez appris justement de Expertise France? Et je poserai la même question rapidement, en 2 mots. Je crois que ce qu'on a appris de Expertise France en tant que GIZ... Cette complémentarité dont vous parlez, c'est quoi? Oui, en fait? oui, dans la complémentarité, c'est ce regard très focalisé par rapport à l'institution, après traduite par notre regard de facilitateur plus qu'implémenteur. Donc, on a fait cette balance en apprentissage avec Expertise France, je dirais. Je parle aussi pour la Tunisie. Donc, dans d'autres pays, les accès sont à des autres. Donc là, il faut adapter son approche aussi. Mais la Tunisie, c'est un gros pays pour la GIZ. C'est un pays extrêmement stratégique, oui. Et notamment sur le segment de la tech. Bon, je vais vous poser la même question. Qu'est-ce que vous avez appris de cette coopération avec la GIZ en 2 mots? En 2 mots, alors, j'ai consommé mes 2 mots. Non, rapidement, on a appris d'être plus pragmatique. Les Allemands ont une vision très pragmatique des choses. Et donc d'aller vraiment dans le droit au but sur l'accompagnement, de mesurer aussi l'avancement des projets. On échange, mais sur des choses, quand je dis pragmatiques, c'est les critères de sélection, comment est-ce qu'on fait le jury, quel est le meilleur accompagnement qu'il faut apporter. Il faut apporter de l'expertise très spécifique, par exemple, aux entrepreneurs. Et je pense que c'est vraiment ça qui nous a le plus enrichi mutuellement. Et aussi d'aller dans du networking, dans la rencontre des entrepreneurs, et c'est ça qui va vraiment les aider à développer leurs projets et pas attendre aussi des institutions, du financement. J'entends souvent que les entrepreneurs nous demandent du financement, de l'assistance, alors que justement la GIZ les pousse aussi à dire non, c'est à vous de vous bouger, de développer et de croire en fait en vos projets. Et je pense que ça, on a les pays francophones ont aussi à apprendre des pays anglophones africains. Donc beaucoup de pragmatisme que vous avez appris de nos amis allemands, de la GIZ. Alors pour terminer cet échange, je vais me tourner vers notre dernier interlocuteur, Monsieur Bouchang, fondateur de CGA au Cameroun, spécialiste des investissements productifs des diasporas africaines. Merci pour votre patience. Merci, madame. Et merci de votre présence en ce jour. Merci de m'avoir invité. Alors, vous êtes, comme je viens de le dire, un spécialiste de l'investissement des diasporas africaines. Aujourd'hui, selon vous, quelles sont les principales difficultés rencontrées par ces entrepreneurs et comment mobiliser efficacement les investissements? On parle souvent de surestimation du risque en Afrique. Je vous laisse présenter votre point de vue. Merci, madame. Déjà, spécialiste des investissements. Peut-être cette spécialité me vient du fait que j'ai perdu près d'1 million d'euros en 10 ans en Afrique. Et à force d'apprendre, on finit quand même parfois par avoir de l'expérience. Donc,
Mon rôle aujourd'hui, c'est à mes jeunes frères de la diaspora, parce que je suis un ancien, de pouvoir les indiquer le bon chemin, de ne pas trébucher là où j'ai trébuché. C'est tout simplement ce que je fais dans mon accompagnement au quotidien. Et le centre de gestion agréé, c'est un outil. C'est un outil qui n'est pas suffisamment connu. D'ailleurs, je dirais que c'est un outil galvaudé. Pourtant, c'est un outil que j'ai connu en France il y a 20 ans, quand j'ai lancé ma première entreprise. C'était en 2003. En avril 2003, j'ai eu mon premier cabis en France. Et très rapidement, le suivant, c'était sur le Cameroun, mon pays d'origine. Et cet outil, quand je lançais ma première entreprise en France, j'étais accompagné par un centre de gestion agréé. Les centres de gestion agréés sont des outils hybrides où on accompagne les jeunes entreprises sur un plan comptable, fiscal et de gestion. Mais c'est très, très mal connu. Les pays africains, notamment d'Afrique francophone, ont dupliqué cet outil, mais sans jamais l'utiliser de façon optimale. J'ai donc suivi l'implémentation de cet outil sur le Cameroun pendant que j'entreprenais, pendant que je perdais mes millions. Et les premiers centres de gestion agréés au Cameroun ont été financés par des fonds, des bailleurs de fonds, notamment l'IFC de la Banque mondiale. J'ai observé le mien, celui que j'ai fondé, avec d'ailleurs d'autres experts libéraux, parce que les centres de gestion agréés, c'est des outils publics. Donc on fonctionne avec des agréments du ministère des Finances et du ministère des petites et moyennes entreprises. Mais c'est porté par les professionnels libéraux, experts comptables, conseil fiscal, experts en management. Et ce sont des organisations constituées qui peuvent implémenter la mise en œuvre d'un centre de gestion agréé. Par contre, les pays africains ont perçu cet outil beaucoup plus pour attaquer la prégnance du secteur informel. L'économie en Afrique subsaharienne est à dominante informelle. Tout à l'heure, Habiba parlait de 10% d'entreprises qu'on accompagne. Ça veut dire, notamment en Afrique, l'entrepreneuriat, c'est très souvent du mimétisme. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la problématique de l'informel en Afrique, ce sont des, on va dire, des initiatives entrepreneuriales qui reposent essentiellement sur du commerce. Et le commerce n'est pas créateur de valeur, en ce sens que la réelle valeur ajoutée qu'on peut percevoir dans le commerce, c'est la logistique. Pourtant, les industries à forte valeur ajoutée, on n'en voit pas germer beaucoup en Afrique, notamment parce qu'on ne les accompagne pas. Notre rôle a été d'essayer de dire à nos gouvernants, cet outil centre de gestion agréé, il faut l'orienter vers un double axe, l'axe justement de migration de l'informel vers ce que je peux appeler formel, même si je n'aime pas bien ce mot, et aussi prendre les initiatives natives d'entrepreneuriat à partir des incubateurs, parce que cet outil est un outil complet. Et notamment dans le centre de gestion agréé dont je suis l'un des fondateurs, nous avons développé 3 programmes d'accompagnement. Et il y a ce programme qui est un programme de prévention fiscale, de tenue des comptes comptables, parce que tout repose sur la comptabilité. Demain, quand vous avez être, on va dire que vous êtes bancable parce que vous faites un certain chiffre d'affaires. C'est pourquoi très rapidement, quand j'accompagne les porteurs de projets qui ont testé leur modèle économique, ma question suivante, c'est quel chiffre d'affaires tu fais? Si je n'ai pas la traçabilité sur ta capacité de générer du cash, il n'y a pas un banquier qui vous accompagnera. Donc, ces outils, qui sont des outils qui permettent justement de collecter ces données, sont des outils mal connus. Le deuxième programme que nous avons lancé, c'est un centre de formation professionnelle. Parce qu'en Afrique, il y a forcément un besoin de compétences. Et en cela, la diaspora est un terme vecteur, parce que la diaspora, très souvent, est bien formée. Elle a ces compétences-là qu'elle peut apporter au terroir. Et le troisième axe où nous avons donc développé ce programme d'accompagnement, c'est notamment l'axe émergent, notre centre est aussi un incubateur accélérateur. Donc, il y a 3 programmes d'accompagnement au sein de notre association. Dire que nous sommes spécialistes des investissements de la diaspora, c'est peut-être trop dit. C'est peut-être parce qu'on a perdu plus d'1 million d'euros, mais que nous sommes toujours debout.
C'est comme ça qu'on vous présente sur les réseaux. Merci beaucoup pour cette intervention. Il me semble que vous vouliez réagir rapidement, Habiba Hadi. Oui, merci. Je voulais juste conclure, si vous me permettez. Allez-y. En disant, je voulais remercier en fait nos partenaires institutionnels, la GIZ qui est un ami plus qu'un partenaire, les entrepreneurs aussi présents. Je vois aussi des lauréats, quelques-uns dans la salle, et aussi voilà, rappeler que en fait, Expertise France et GIZ, on est là pour vraiment appuyer l'écosystème, pour créer cette impulsion. C'est pour ça qu'on finance des organisations comme le CGA, comme des incubateurs comme Marseille Innovation. Je vois Lamia qui est arrivée de Technopark, mais également on a financé Anima pour la création du hub ou l'organisation de cet événement. Mais on a aussi mis en œuvre des choses. Et en fait, de tous les éléments qu'on a mis en place, l'accompagnement, le financement, les apprentissages qu'on fait, l'idée c'est vraiment qu'on capitalise dessus pour consolider, pour vraiment laisser aux Africains la liberté de construire après. Et c'est vraiment ça qu'on est en train de... un message que je voudrais vraiment passer, c'est deux choses. C'est co-construire avec nos partenaires et pérenniser tout ce qu'on fait. Et donc là, notre obsession dans la dernière ligne droite du programme, les perspectives, c'est de consolider pour qu'on garde toutes les bonnes pratiques et qu'on puisse les pérenniser au maximum. C'est-à-dire que le pays, il dit « Ok, ça, on l'a testé dans Meet Africa, on va le garder, on va l'améliorer et on va le continuer. » Voilà, je voulais juste finir là-dessus. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cet échange. Alors, ouais, vous pouvez les applaudir. Donc, pour finir cette session, oui, vous pouvez y aller. Je vais appeler mon confrère Michel. Michel, qui va introduire le coach Maman.